Et c'est parti pour l'art à la une, le rendez-vous hebdomadaire dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Sybille, que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine ? Alors Bercy et la culture ont trouvé un accord pour soutenir le secteur de l'artisanat d'art. L'enjeu est de structurer la filière pour 2025. Un grand plan sur 3 ans a été mis en place pour faire face aux nombreuses difficultés du secteur comme le recrutement ou alors certaines spécialités qui sont en voie de disparition. Tout un écosystème sur lequel reposent largement les maisons de luxe françaises. Et alors, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les détails du plan d'investissement, Sybille ? Oui, alors ce sont 340 millions d'euros qui vont être déboursés sur les 3 ans à venir autour de plusieurs axes. D'abord, la jeunesse et la formation, par exemple développer les stages, faire des ateliers découvertes, repenser aussi les contenus des formations. Ensuite, pour soutenir l'émergence d'un écosystème local, par exemple avec une allocation d'installation d'ateliers dans certains endroits ou alors pour stimuler le tourisme de savoir-faire. Encore, soutenir la recherche autour d'une idée, par exemple, de numériser le geste en voie de disparition. Et enfin, dernier axe, développer les programmes afin de valoriser ces métiers-là à l'international. D'un point de vue économique, Sybille, l'artisanat d'art, ça représente quoi concrètement ? Alors les métiers d'art, c'est 281 métiers. Selon les estimations actuelles du gouvernement, ces métiers d'art représentent plus de 60 000 entreprises, 150 000 professionnels, pour un chiffre d'affaires cumulé estimé à 19 milliards d'euros en 2019, dont 8 milliards à l'export. Et on continue avec les actualités du monde de l'art cette semaine. Le portrait d'Anatole France devrait revenir en France, Sybille. Oui, cela fait environ 100 ans que la France réclame ce tableau qui est encore présent aux États-Unis. C'est le portrait d'Anatole France, réalisé en 1921 par Kees van Dongen. C'est un portrait commandé par l'homme de lettres à l'artiste. Alors pour la petite histoire, en 1926, ce portrait est mis en vente à l'occasion du Salon du Franc qui se tient au Palais Galliera. Donc c'est comme ça qu'il rejoint les collections publiques françaises. Elle est présentée pendant 5 ans au musée des écoles étrangères contemporaines qui est aujourd'hui le Jeu de Paume. Et elle est empruntée ensuite par l'artiste Kees van Dongen dans le cadre d'une exposition personnelle. Mais l'œuvre est accidentellement vendue, donc avec de grands guillemets, à un collectionneur privé. Et puis voilà, c'est la suite par de nombreuses reventes dans les années 60. Et c'est seulement en 2021 qu'on retrouve l'œuvre en vente aux enchères à Londres. Et c'est grâce à l'intervention du CNAP, le Centre national des arts plastiques, que l'œuvre est retirée de justesse à la vente et devrait bientôt être rendue suite à un dépôt de plainte de l'État français qui rappelle que le portrait d'Anatole France est toujours à la propriété de l'État. Voilà, donc la vente accidentelle qui devrait être bientôt réparée. Et on finit avec une dernière actualité dans le monde de l'art cette semaine, un record mondial pour une œuvre d'art islamique, Sybille. Oui, c'est la légendaire épée du souverain indien Tipu Sultan qui a été vendue pour 14 millions de livres sterling, à peu près 16 millions d'euros, lors de la vente aux enchères d'art islamique et indien réalisée par Bonhams le 23 mai dernier à Londres. Tipu Sultan a dirigé le royaume de Mysore dans le sud de l'Inde à la fin du XVIIIe siècle. Il est connu pour sa résistance face à la colonisation britannique. L'épée a été retrouvée dans ses appartements privés après sa dernière bataille. Selon le Bonhams, la poignée calligraphique est un chef-d'œuvre de la fabrication indienne de la fin du XVIIIe siècle, finement incrustée d'or, et une inscription anglaise se retrouve aussi sur la lame expliquant comment l'épée a été retrouvée après la chute de Tipu Sultan. Merci Sybille pour ces actualités du monde de l'art. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Christophe Persson. Bonjour Christophe Persson. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes galeriste, vous êtes également expert en art contemporain africain. Ça va être le sujet de notre discussion aujourd'hui. Avant d'aller plus spécifiquement sur les tendances ou la démocratisation de l'art contemporain africain, un mot peut-être sur vous, sur votre parcours. Après des premières années de vie professionnelle dans le monde financier, vous avez rejoint plusieurs maisons de vente aux enchères avant d'ouvrir votre propre galerie il y a 6 mois, fin 2022. Pourquoi être allé jusqu'à ouvrir votre propre galerie, j'imagine spécialisée en art contemporain africain, en lien avec cette appétence que vous avez pour ce type d'art ? Alors, de toute façon, moi, j'étais intéressé par l'art depuis très, très longtemps, même quand j'ai fait des études plutôt traditionnelles en économie et quand j'ai travaillé dans la finance également. Et donc, mon objectif, c'était vraiment de répondre à ma volonté propre et intérieure, vraiment de travailler dans cet environnement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai sauté le pas pour travailler d'abord en maison de vente aux enchères et aujourd'hui pour avoir ma propre galerie. Et alors, pour
Avant de rentrer vraiment dans le détail, donc on parle d'art contemporain africain. Est-ce que déjà les termes sont justes? Est-ce qu'il y a une homogénéité? Est-ce qu'on peut parler d'art contemporain africain? Alors les termes sont justes, je ne sais pas, en tout cas c'est juste de dire qu'il n'y a pas vraiment consensus, dans la mesure où aujourd'hui dans l'art contemporain africain on mélange beaucoup de choses, notamment on peut mettre de l'art moderne, puisque c'est vrai que la classification entre art moderne africain, art moderne occidental, c'est pas tout à fait sur les mêmes périodes bien entendu, et puis ensuite on peut s'intéresser notamment à l'art qui est réalisé par des artistes en Afrique, et aussi beaucoup à l'art qui est réalisé par des artistes de la diaspora, qui peuvent être des gens qui vivent à Paris, à Londres, à New York ou à Bruxelles. Donc c'est vrai que c'est une dénomination qui ne fait pas tout à fait consensus, en effet. Oui. Et au sein de votre galerie, alors, vous présentez quel type d'art spécifiquement? Alors au sein de ma galerie, moi j'aimerais présenter, ça peut être un petit peu compliqué à comprendre, mais j'aimerais présenter des artistes qui sont dans une vraie démarche de création. Et aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de cet écosystème et de ce marché, c'est important de réussir à parvenir à identifier des artistes qui soient vraiment à la recherche d'une inspiration aussi intérieure, peut-être aussi une redécouverte de leur africanité, et qui essayent plutôt de s'éloigner en fait de la tendance actuelle aussi qui consiste à s'autocopier en fait ou à copier les autres en fonction de ce que le marché demande. Parce que la démarche de création, ça s'oppose à quoi? Ce serait juste se copier entre eux? Alors je dirais que la démarche de création, elle peut s'opposer à la démarche de production, qui est un terme un petit peu moins valorisant, je trouve, pour les artistes. Sybille posait la question effectivement de savoir si un seul terme pouvait englober effectivement plusieurs initiatives artistiques. Si on devait définir l'art contemporain africain, selon vos mots, Christophe Persson, comment est-ce qu'on le définirait aujourd'hui? Alors je pense que de le définir, en tout cas selon une esthétique ou des thématiques, ça va être un petit peu compliqué dans la mesure où l'Afrique c'est 54 pays et puis l'identité africaine aussi, elle est portée par toutes les diasporas qui aujourd'hui sont à travers le monde. D'accord. Donc je pense que de définir l'art contemporain africain, c'est une gageure dans laquelle je ne vais pas me lancer. D'accord. Oui. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on retrouve quand même des thématiques qui sont assez récurrentes, qui sont traitées par ces artistes, et notamment les thématiques qui sont liées aux questions environnementales, parce que quand vous vivez comme un artiste de la diaspora entre Kinshasa en République démocratique du Congo et la Belgique, finalement les questions environnementales, vous les appréhendez complètement différemment de si vous êtes un artiste, je veux dire, parisien par exemple. Il y a les questions de l'identité aussi, dont on parle beaucoup en ce moment, les questions de choix aussi de genre par exemple, et puis toutes les questions qui sont liées bien entendu aux migrations des biens ou des personnes. Tout ça, ce sont des thèmes en fait que l'on retrouve souvent en art contemporain africain, et ça peut être un moyen de le distinguer d'une autre production artistique. Ce sont des thèmes qu'on va retrouver en Europe et notamment en France. Ce sont des thèmes qui seront prisés par les collectionneurs français, ou alors c'est vraiment l'art contemporain africain qui est conçu en Afrique et qu'on va retrouver ensuite le même en Europe. Est-ce qu'il y a une différence? Alors en fait, oui, il y a quand même une différence, je pense. Il y a aussi une différence dans la façon dont les collectionneurs vont appréhender en fait cette création artistique. Je crois qu'il y a une quinzaine d'années, le marché de l'art contemporain africain était plutôt porté par des gens qui achetaient cet art parce qu'ils aimaient l'Afrique en fait. Et donc ça allait être une population avec un profil d'expats, par exemple, de gens qui travaillent dans les ONG en fait, comme on les connaît. Aujourd'hui, depuis quelques années, moi c'est ce que j'ai essayé de contribuer à faire. L'idée c'est que les gens qui achètent de l'art contemporain africain, c'est parce qu'ils aiment l'art tout court en fait. Et donc ils sont plutôt dans une phase où ils ont envie d'ouvrir un volet de leur collection qui pourrait être plutôt mainstream, si on veut, qui serait plutôt généraliste. Et donc, ils ont envie de compléter leur collection généraliste avec de l'art contemporain africain. Et donc, lorsqu'on s'adresse à ce profil de collectionneur, bien entendu, le potentiel de développement de marché est sans aucune commune mesure. Donc, il y a un petit peu les deux approches, à la fois dans la production et aussi dans l'attente des collectionneurs. Et vous êtes du coup sur le secteur depuis une bonne dizaine d'années. Quelles sont les évolutions majeures que vous avez repérées? Alors les évolutions majeures dans l'esthétique, je pense qu'on peut mentionner notamment l'émergence aujourd'hui dans les collections de plus en plus fréquemment du thème du black portrait, en fait, le portrait noir. Et la raison pour laquelle ça suscite tellement d'engouement de la part des artistes, mais aussi de la part des acheteurs, c'est parce que jusqu'à récemment, le portrait noir, en fait, avait été plutôt représenté du temps de la période orientaliste d'une façon plutôt exotique, parce que peint par des artistes blancs, en fait, des mâles blancs, comme on dit aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, que les artistes africains se représentent eux-mêmes, bien entendu, les messages véhiculés vont être radicalement différents, puisque la peinture orientaliste avait tendance à représenter ces populations de façon exotisée, c'est-à-dire assez soit servile, soit hyper esthétisée ou sexuelle, ou en fait, en tout cas avec une vision un petit peu d'en haut, alors que les artistes africains, en fait, racontent leurs propres histoires, et donc l'esthétique est très différente. Donc vous constatez une sorte de réappropriation de la manière de réaliser des portraits lorsqu'on parle de sujets, de personnages ou de personnalités africaines? Complètement, c'est une réappropriation de la part
par des artistes de leur propre vie qui jusqu'à présent étaient dépeintes par des artistes complètement autres. Donc c'est ça aussi qui a engendré le succès en fait de cette production artistique, parce que le collectionneur est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau Bien et sûr. aussi de l'altérité. Et donc cette production était totalement nouvelle quand elle est arrivée sur le marché il y a 10 ou 15 ans, et c'est ce qui a entraîné en fait beaucoup de collectionneurs à s'y intéresser. En- Est-ce qu'il y a des événements qui ont particulièrement porté ces évolutions? Alors des événements autour de l'art contemporain africain, il y en a eu beaucoup et depuis longtemps, bien entendu. Alors on mentionne la plupart du temps à Paris, en tout cas, l'exposition Magicien de la Terre en 1989, qui avait été une volonté de la part des commissaires d'exposition de montrer des artistes extra-occidentaux, comme on dit, et donc qui étaient des artistes qui, pour certains d'entre eux, habitaient en Afrique. Et puis depuis une dizaine d'années, il y a eu beaucoup d'événements qui sont plutôt des événements commerciaux, en fait, à destination des collectionneurs, c'est-à-dire l'émergence de beaucoup de galeries, mais aussi de foires, comme la foire 154 à Londres, qui a eu sa première édition à Londres en 2013. Par la suite, il y a eu la foire AK à Paris, et 154 a fait des pâtes également à Marrakech, à New York et à Paris aussi. Donc voilà, depuis une dizaine d'années, il y a une profusion d'événements aussi qui engendre en fait cet attrait pour cet art contemporain africain. Justement, c'était ma question. Cette profusion d'événements est liée au fait qu'il y a une demande de plus en plus grande des collectionneurs pour cet art aujourd'hui, ou c'est l'inverse, c'est le fait que ces foires fassent connaître cet art qui fait que les collectionneurs commencent à s'y intéresser? Mais je crois qu'on est dans un contexte un peu de cercle vertueux, en fait, et toutes ces initiatives s'alimentent les unes les autres. Donc, le fait qu'il y ait des galeries, en fait, va entraîner la création de foires. Le fait qu'il y ait des collectionneurs va aussi encourager les musées à exposer des artistes africains dans des expositions temporaires ou permanentes. Et ces mêmes expositions vont encourager les collectionneurs. Donc, en fait, c'est un peu l'effet boule de neige auquel on est en train d'assister en ce moment. Et on a vu l'évolution de prix assez fulgurante de certains artistes. Je pense à Moakobo Afo, par exemple, qui font du simple au je ne sais pas combien. Comment est-ce que vous regardez ce genre de phénomène? Alors, je pense que ce sont des phénomènes qui sont un peu transitoires quand même, en tout cas s'agissant de ces résultats exceptionnels, notamment dans les ventes aux enchères. Ce sont des résultats qu'on peut expliquer en fait par l'engouement pour l'art contemporain africain, mais je crois aussi par l'engouement pour l'art contemporain tout court, et aussi par la visibilité en fait qu'a donné Internet, je dirais tout particulièrement depuis la période Covid, la visibilité qu'a donné Internet en fait à beaucoup d'artistes, et donc des artistes qui étaient peut-être par le passé marketés dans une sphère un peu confidentielle, se sont retrouvés marketés en fait auprès du grand public, et donc ont réussi à happer des collectionneurs qui ont beaucoup de moyens, et donc ça explique en fait cette envolée de certains prix. Mais pour un collectionneur, vous lui dites quoi? Vous lui dites attention, warning, faites très attention, ou de prendre un peu de distance, ou au contraire que c'est vraiment un secteur sur lequel qui va être en expansion? Alors je pense que s'agissant de cette spécialité africaine, comme des autres, en fait, et comme dans tout investissement, il faut essayer de se renseigner auprès des professionnels pour avoir un maximum d'informations avant de se lancer dans l'inconnu. Je crois qu'un élément important à prendre en compte est de voir est-ce que l'artiste bénéficie en fait d'une structure d'accompagnement qui va contribuer à porter sa cote en fait sur le long terme aussi. Les structures d'accompagnement, évidemment, ça va être les galeries. Les structures d'accompagnement, ça va être le suivi par des commissaires d'exposition. On parle plutôt des curateurs aujourd'hui, qui sont en fait les gens qui déterminent un petit peu les orientations du marché de l'art. Et puis aussi la présence institutionnelle dans les musées, avec une considération géopolitique qui est toujours que, bien entendu, un musée américain va avoir une aura bien plus importante qu'un musée dans un plus petit pays. Donc voilà, ce sont tous ces éléments qui sont un peu quantitatif, mais beaucoup qualitatif, en fait, qu'il faut regarder avant de se lancer dans les achats. Dans les profils des collectionneurs, vous remarquez qu'ils sont assez différents, ou c'est tous les collectionneurs collectionnent tous l'art contemporain africain? Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a une marge de progression qui est immense, parce qu'il y a certains collectionneurs qui se sont mis à l'art contemporain africain, mais encore peu. Donc je pense que c'est quelque chose qui va encore se développer. Je pense que c'est un art et une esthétique qui intéresse beaucoup les jeunes, parce qu'une grande partie de cet art est assez narrative, et donc raconte des histoires que chacun peut s'approprier, toujours, comme je vous l'indiquais, sur les questions de l'identité, des migrations, du genre. Donc c'est quelque chose qui est quand même appréhensible, je pense, assez facilement. Et je constate que, en tout cas, dans les clients que moi je souhaiterais développer, on compte de nombreuses jeunes personnes, des diasporas africaines aussi, qui ont envie de se réapproprier leur histoire au travers de la production artistique qui vient d'Afrique. Et juste une dernière petite question. Est-ce que vous avez des noms ou des scènes vers lesquelles on pourrait se tourner si on veut en apprendre plus?
Alors, des scènes, c'est-à-dire des scènes artistiques, je veux dire. Alors, en fait, moi, je pense que s'agissant de l'art, il faut toujours essayer d'avoir quand même un peu une longueur d'avance. Aujourd'hui, le thème du black portrait, en fait, qui a été surexploité, je dirais, par les artistes depuis une dizaine d'années, peut-être qu'on arrive un petit peu au bout de ça, à moins que certains artistes arrivent à sortir quelque chose de vraiment très, très différent. Moi, je suis assez convaincu que le marché va se développer vers des artistes qui vont peut-être retourner, en fait, dans les mythes ou dans les traditions ou dans les histoires africaines, parce que là encore, ça va être une découverte pour les collectionneurs occidentaux. Et encore une fois, comme les collectionneurs occidentaux veulent de la nouveauté, je pense que les artistes auraient tout intérêt à aller vers encore plus de sincérité. Et ce sera peut-être le moyen pour eux de perdurer en fait et à avoir des propositions intéressantes. Merci beaucoup Christophe Persson de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes galeriste et expert en art contemporain africain. Merci beaucoup. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.